la campagne présidentielle se poursuit et notre invitée, c'est Manon Aubry. Bonjour, Bonjour. députée européenne de la France insoumise. Alors, on est à un mois du premier tour, Manon Aubry. Et alors, Jean-Luc Mélenchon, il est très confiant, hein. Qu'est-ce qu'il a dit dans le journal du dimanche ce week-end? Regardez, cette élection, je la sens bien. Ça veut dire quoi? Il se voit déjà au deuxième tour? Vous savez, il a eu cette expression, c'était relativement au début de la campagne, il a dit: «Il y a un trou de souris pour nous pour arriver au second tour» et après dans un autre meeting, il a utilisé assez spontanément d'ailleurs cette image de la tortue, sagace qui, vous savez, qui parle longtemps à l'avance et qui, avec sa petite carapace avance, chemin faisant, vers le second tour et si on veut réunir ces 2 images, je crois que ce trou de souris peut laisser passer, la tortue sagace qui est Jean-Luc Mélenchon. On le voit aujourd'hui, vous avez 2 alternatives, en gros. Vous avez une alternative, d'un second tour qui va se faire jouer de, dans quelle mesure, les musulmans sont responsables d'à peu près, tous les maux en France et d'un duel entre la droite et l'extrême droite. Par contre, si on a Jean-Luc Mélenchon au second tour, au mois d'avril prochain, le débat qu'on aura, c'est est-ce qu'on veut la retraite à 60 ou à 65 ans? Voilà 2 projets de société qui s'affrontent. Est-ce qu'on rétablit l'impôt de solidarité sur la fortune ou on continue, de notre point de vue, les cadeaux aux plus riches, qui est, ce qu'a fait Emmanuel Macron ces 5 dernières années? Donc ces 2 projets de société qui vont s'affronter, qui je crois, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais même d'un point de vue journalistique est intéressant en matière de vision de la société et oui, les sondages disent qu'aujourd'hui c'est possible. Maintenant, charge à nous de continuer à convaincre celles et ceux, qui hésitent encore et il y en a plein dans notre pays, hésitent déjà à aller Hmm. voter et puis L'abstentionnisme pourrait hésitent. être supérieur à ce qu'on a connu, alors pas la précédente, mais en 2000, par exemple, à plus de 30%. Vous avez raison, c'est un des enjeux du scrutin et particulièrement pour nous parce qu'on le voit, ce que disent les enquêtes d'opinion, plus le taux de participation est fort, plus le score de Jean-Luc Mélenchon est élevé. Et d'ailleurs, c'est la différence qui explique dans les sondages entre certains instituts et d'autres, ceux qui sont sûrs d'aller Mhm. voter, non pas seulement à 10 sur 10, mais aussi à 9 sur 10, à 8 sur 10, qui est quand même le plus probable qu'ils aillent voter, eh bien là, on voit le score de Jean-Luc Mélenchon qui est plus élevé. Et donc, d'abord, je veux dire à celles et ceux qui hésitent à aller voter, que c'est compréhensible de leur point de vue. Ils se disent, OK, on a eu 3 majorités différentes ces 3 derniers quinquennats. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie à moi? Et donc, c'est pour ça que la campagne doit aussi se placer du point de vue de qu'est-ce que ça changerait dans leur vie à eux. On parle de l'explosion des prix. Nous, on dit que c'est pas une ristourne qu'on va faire, c'est on va bloquer le prix de l'essence et on va vous assurer qu'il ne dépassera pas un certain montant, par exemple à 1,50 € le litre. On va bloquer le prix de la farine, des pâtes, de l'énergie, tous ces prix qui ont augmenté. Voilà ce que ça peut changer concrètement dans la vie. Donc, on revient à une économie administrée, entre parenthèses. Non, pas administrer. Vous savez, ça s'est fait dans le passé de bloquer les prix. Tiens, le grand bolchevique qui est Emmanuel Macron a lui-même bloqué les prix du gel hydroalcoolique en pleine crise du Covid. Je pense que vous accorderez ici, on s'accordera tous pour dire qu'il n'était pas un affreux bolchevique. Il s'agit juste de faire en sorte que les ménages les plus modestes puissent accéder à un panier de produits de première nécessité et s'assurer qu'aujourd'hui, se chauffer, se nourrir, se déplacer n'est pas un luxe dans la sixième plus grande puissance économique mondiale. Je trouve que c'est finalement relativement modéré comme proposition. Alors, parlons justement des sondages avec vous, Julien Arnaud, vous nous avez rejoint. J'allais dire, on est plus qu'un trou de souris, là, hein. Ouais. Pour Jean-Luc Mélenchon, il a une véritable dynamique. Alors si l'on regarde le dernier rolling, vous savez, avec notre partenaire IFOP qu'on vous dévoile tous les jours sur LCI, regardez, vendredi dernier, Jean-Luc Mélenchon était à 10,5%, donc en cinquième position. Ce rolling, cette enquête quotidienne a commencé il y a 2 mois environ, il était à 8,5, donc il a pris 2 points, il a même atteint les 11,5% dans cette même enquête, mais d'autres sondages, c'est vrai, la semaine dernière, l'ont présenté en troisième position, comme le troisième homme, d'où ce certain optimisme affiché. Vous citiez cette phrase de Jean-Luc Mélenchon dans le journal du dimanche. À titre de comparaison, j'ai repris les chiffres de mars 2017 lors de la précédente présidentielle. Selon les instituts de sondage, Jean-Luc Mélenchon oscillait entre 11,5 et 12% à la même époque. Et puis ensuite, il avait vraiment décollé fin du mois de mars, 14-15, et puis au mois d'avril, 17-18. On imagine et on rêve chez les Insoumis d'un tel scénario aujourd'hui. Si l'on s'accorde maintenant à regarder le second tour, vous l'évoquiez, hypothèse Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, testé par notre partenaire IFOP, 66% pour le président candidat sortant et 34% pour Jean-Luc Mélenchon. Un article ce matin, je ne sais pas si vous l'avez lu, publié par nos confrères de Libération sur leur site internet dans la matinée, disait La République en marche rêve d'un second tour Mélenchon-Macron et pour 2 raisons. Une victoire facile annoncée pour le président candidat
et un entre-deux tours, et ça rejoint ce que vous disiez, qui promet d'être moins nauséabond que face à d'autres candidats. Alors pour vous, les Insoumis, il reste 2 sujets aujourd'hui. Le reste de la campagne, quel thème, comment imprimer? Dans les enquêtes, on voit que sur le relèvement des salaires ou le pouvoir d'achat, la santé, Jean-Luc Mélenchon est pas mal positionné, même souvent en 2e position derrière le président candidat. Et puis la question du rassemblement à gauche, est-ce que c'est encore une question d'aller chercher les autres candidats, d'aller chercher d'autres électeurs? Quand Yann Brossat du Parti communiste dit aujourd'hui, je ne pense pas que les gauches soient irréconciliables, mais cet appel systématique au vote utile avec un pistolet sur la tempe, ras-le-bol, dit-il. Est-ce que c'est encore une utopie de rassembler la gauche? Je pense que l'enjeu, c'est de rassembler les électeurs. Et nous, on est aujourd'hui le camp de la gauche qui est en capacité d'accéder au second tour. Vous l'avez dit, est-ce que le premier tour a lieu le 10 avril prochain? Est-ce qu'on veut 15 jours de plus de pointer du doigt, comme je le disais tout à l'heure, les musulmans, les réfugiés, parler de sécurité du matin au soir? Ou est-ce qu'on veut un vrai débat de société sur les enjeux qui nous préoccupent au quotidien, que sont le pouvoir d'achat, que sont les retraites, que sont la santé, que sont l'avenir de nos gamins, qui est l'écologie? Et oui, je crois qu'on peut tous rêver d'un second tour, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et je veux le dire aussi ici, c'est d'ailleurs un second match qui commencera. 15 jours, c'est assez long en fait en temps électoral entre les 2 tours. Et il peut se passer beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas vous dire ici qu'il y a des candidatures qui n'ont pas la légitimité d'exister. C'est faux, c'est pas vrai. Enfin, tout le monde a le droit à partir du moment, et d'ailleurs c'est aussi problématique la règle des 500 parrainages, mais quand on sera au pouvoir, on la changera. Anne Hidalgo, Fabien Roussel. Bien sûr qu'ils ont le droit de se présenter, bien sûr. Je constate d'ailleurs que pour certains d'entre eux, plutôt que de faire campagne sur des idées, ils préfèrent faire campagne en nous mettant une cible dans le dos. Franchement, j'ai même pas envie d'entrer là-dedans. Ici, on veut convaincre. Et moi, j'ai la faiblesse de penser qu'on convainc les gens avec des idées. Et donc, je le dis à toutes celles et tous ceux qui ont envie qu'au second tour, on parle de ces idées-là. On parle de la redistribution des richesses. Par exemple, samedi dernier, Alors, attendez, on a vous fait avez le vu chiffrage du programme. On est la seule formation politique à avoir chiffré exactement comment on finance notre programme avec l'ensemble des mesures. Et je le dis, par exemple, une mesure phare, c'est aujourd'hui tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, ça fait quand même 90% des gens en France, ou qui ont un patrimoine de moins de 550 000 euros, ça fait aussi beaucoup de gens qui nous regardent, 90% aussi, eh bien, ils paieront moins d'impôts sur le revenu, moins de taxes foncières. En revanche, on ira prendre davantage à ceux qui se sont enrichis ces 5 dernières années. Ce niveau de précision, je crois, est aussi un gage de crédibilité pour dire, regardez, on est prêt à gouverner ce pays. Et d'ailleurs, on l'a dit, le soir du premier tour, toutes celles et tous ceux qui seraient en capacité de rejoindre ce programme, eh bien, les portes seront ouvertes. Nous créerons une majorité de rassemblement pour gouverner ensemble et essayer de réunir le plus largement Vous avez possible. vu ce que dit Yann Brossat, qui est quand même le directeur de campagne de Fabien Roussel. Et qu'est-ce qu'il dit ce matin? Il dit si au 2e tour, et on va le voir, Jean-Luc Mélenchon est face à Emmanuel Macron, on appellera à voter Jean-Luc Mélenchon. Donc là, il y a quand même une discipline à gauche. Bien sûr, et je rends hommage au Parti communiste. Vous savez, on a fait quand même 2 campagnes avec eux. Donc, c'est quand même que l'essentiel nous rassemble. Et je crois qu'ils savent où est leur boussole politique. Qu'aujourd'hui, les idées de Jean-Luc Mélenchon sont les plus proches des leurs. J'ai entendu aussi, j'étais sur un plateau une fois avec Sandra Rigol d'Europe Écologie Les Verts, à qui la question lui était posée. Et la même chose, elle a dit qu'au second tour, il n'y aurait pas d'hésitation entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Voilà, c'est la capacité et la preuve du rassemblement de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. On le fait aussi au quotidien quand j'entends une féministe comme Caroline Dehaze, qui est assez reconnue dans le milieu et qui n'est pas une grande adoratrice de Jean-Luc Mélenchon, qui dit aujourd'hui c'est notre meilleure option. Elle dit, pour reprendre ses mots, c'est notre meilleur outil pour gagner. Ben, moi, j'ai envie de dire aux gens, utilisez-nous, on est votre outil pour faire gagner ces idées-là. Vous parlez d'Europe et Écologie Les Verts. Ben, Jean-Luc Mélenchon, il trouve qu'on ne parle pas assez de changement climatique dans cette Il a campagne. raison. Écoutez. Tous les partis aujourd'hui se disent écologistes. Je connais personne qui dit non, moi je m'en fous. C'est pas vrai. Mais après, les solutions que chacun apporte, est-ce que c'est les bonnes? Est-ce que certaines solutions sont pas pires que la situation actuelle? Voilà. Je suis un humble passant qui chemine sous un chapeau ondulé. Voilà. Non, je pense que chacun dit ce qu'il a à dire. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense avoir un bon programme, bien construit, sérieux, organisé, chiffré, avec un concept, la planification écologique, qui au début faisait un petit peu des grises mines autour, mais maintenant tout le monde a compris que ça veut dire prévoir, organiser à l'avance. Donc voilà, moi je mets ça sur la table, ils mettent ce qu'ils veulent sur la table, et puis après c'est le souverain, les gens, leur bulletin de vote qui font la décision.
Gros appel du pied aux écologistes, hein, Manon Aubry. On s'est demandé même un temps si Sandrine Rousseau serait pas tentée par Jean-Luc Mélenchon. Bon, vous savez, c'est la politique, c'est pas qu'une dynamique électoraliste. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas nouveau qu'il parle d'écologie. Il en a parlé en 2012, il en a parlé en 2017. Il a même dit qu'il a fait sa mue écologiste. Et je crois qu'elle est assez sincère. Et quand vous regardez sur les 694 propositions que contient le programme, une grande partie est destinée essentiellement à comment on prend à bras le corps le défi écologique, mais attention, sans en faire payer les classes populaires. Donc on le dit très clairement, au cas où il y a des inquiétudes, non, l'enjeu, c'est pas d'augmenter le prix de l'essence pour vous décourager de prendre la voiture. L'enjeu, c'est de vous donner les moyens de rénover les 700 000 passoires thermiques dans notre pays, qui fait que vous avez des factures d'électricité massives, donc c'est bon pour votre porte-monnaie, et puis c'est évidemment bon pour la planète de consommer moins d'électricité. Et donc pour ça, ça veut dire aussi derrière des investissements dans les énergies renouvelables, changer de notre modèle agricole, et on a calculé que tout ça sera aussi énormément créateur d'emplois. C'est près d'1 million d'emplois dans l'ensemble de ces secteurs que l'on peut créer de cette manière-là. En revanche, au moment où de nombreuses voix s'élèvent pour que l'on en finisse avec notre dépendance au gaz russe, Jean-Luc Mélenchon dit c'est une bêtise. C'est nous qui en pâtirons plus que Poutine si on fait ça. Non, attention, ce qu'il dit, c'est que, évidemment, on a toujours été opposé au gaz. Par exemple, moi, je mène la bataille au niveau européen dans ce qu'on appelle la taxonomie, qui est la classification des énergies. Et le gaz, à la demande d'Emmanuel Macron, et le nucléaire ont été considérés comme des énergies vertes. Et on est les seuls à mener le combat au niveau européen. Mais ce qu'il dit, c'est que du jour au lendemain, quand l'Union européenne dépend à 40% de son gaz pour le gaz russe, on ne peut pas comme ça, d'un claquement de doigts, c'est mentir aux gens. Donc évidemment, il faut prévoir des alternatives, mais ça fait des années. Avec nous, on n'en serait pas à un tel niveau de dépendance. J'ajoute que sur le nucléaire, on parle souvent du nucléaire comme indépendance énergétique, mais tout le monde sait qu'en France, on ne produit pas d'uranium et qu'essentiellement, l'uranium vient du Niger. Et que la Et seule vous êtes garantie... pratiquement les seuls à dire c'est dangereux le nucléaire, hein. Bien sûr, c'est dangereux, mais vous le voyez, hein, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de... Et les gens ont peur, et ça n'a jamais été autant recherché le mot iode sur Google, parce qu'on le voit bien, la menace que ça fait poser sur Tchernobyl, notamment, et sur les différentes centrales nucléaires qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine et qui pourraient être attaquées. Bien sûr, aujourd'hui se pose à la fois la question de la sûreté et se pose la question aussi du traitement des déchets nucléaires. Donc ça se fait là aussi pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut planifier, organiser et prévoir et faire maintenant les investissements dans les énergies renouvelables qui seront créatrices d'emplois et qui nous permettront de sortir de cette dépendance à la fois nucléaire et au gaz. Alors, dans votre programme, quand même, ça coûte des milliards. Bloquer les prix du gaz, des carburants, de l'électricité, une 6e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, 32 heures pour les métiers pénibles et de nuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Revenu minimum mensuel, 1063 euros, notamment pour les jeunes. SMIC à 1400 euros, 1400 euros aussi pour les plus petites retraites. Tout ça, ça coûte très très cher. Comment vous financez? Eh bien, je vous invite à regarder notre émission de chiffrage que nous avons fait samedi dernier, que je mentionnais juste avant. C'est 3 heures pendant lesquelles on vous explique en long, en large, en travers, dans le détail, avec l'ensemble des économistes qui ont participé à ce programme. Moi, j'ai coordonné toute la partie économique du programme, donc je peux vous dire dans le détail que le budget que nous présenterons, il plaira même aux plus libéraux d'entre vous, puisqu'il sera à l'équilibre au bout des 5 ans et que nous rentrerons davantage de recettes que ce que nous dépenserons. Je vous donne des exemples de recettes que nous collecterons. Par exemple, l'impôt universel sur les entreprises, pour faire en sorte que les entreprises comme Google et Amazon, qui utilisent les paradis fiscaux pour payer moins d'impôts, elles paieront une surtaxe, cet impôt universel, qui rapportera 26 milliards d'euros et qui servira à financer la garantie d'autonomie, faire en sorte que plus personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté à 1063 euros par mois. C'est un exemple. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune de manière renforcée, là, c'est 10 milliards d'euros. Et je vous donne un dernier exemple, qui est la réforme que l'on propose de l'impôt sur l'héritage, qui fait en sorte que toutes celles et tous ceux qui veulent léguer plus de 12 millions d'euros, c'est pas mal pour commencer dans la vie, c'est 8 siècles de SMIC, je pense qu'on en rêve tous, et c'est une toute petite minorité, eh bien cet argent servira à financer une allocation d'autonomie pour les jeunes, pour qu'aucun jeune n'ait à travailler pour financer ses études. Voilà des exemples concrets de propositions qui sont financées, et je le dis, avec nous, 90% des Français paieront moins d'impôts sur le revenu, moins de taxes foncières, moins de taxes injustes. En revanche, on rétablira de la justice fiscale, et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'Emmanuel Macron a détruit le plus ces 5 dernières années. Merci beaucoup, Merci à Manon vous. Aubry, eurodéputée La France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on le retrouvera ce soir sur TF1.